Alors, je vous propose de retrouver tout de suite le docteur Gasser. Il est président de l'URPS Médecins Libéraux. Il nous parle de l'évolution de la prise en charge hospitalière. Patrick Gasser, je suis gastro-entérologue aux Nouvelles Cliniques Nantaises et je suis président de l'URPS des Pays de la Loire, des médecins libéraux. Alors, je suis désolé tout d'abord de ne pas être présent avec vous pour ces premières journées régionales de l'hospitalisation privée. Vous allez aborder sur cette dernière table ronde l'évolution des prises en charge dans l'hospitalisation privée et plus particulièrement dans les 10 années à venir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire 3 constats, qui est premièrement l'évolution des technologies, et je pense que vous allez en parler, car cela modifie nos prises en charge de façon notable, et on le sait déjà depuis plusieurs années, à travers notamment la celliochirurgie et demain la microchirurgie, que les prises en charge vont évoluer de façon importante. Le deuxième constat, c'est l'évolution de la société et l'évolution des patients. Les patients veulent plus de proximité, tout en ayant un meilleur soin, avec une sécurité et une prise en charge optimale. Le dernier élément, c'est celui des contraintes économiques qui vont nous pousser de plus en plus à faire de l'ambulatoire et donc à changer nos prises en charge des patients. Globalement, ma vision, c'est l'enjeu de l'hospitalisation privée demain qui doit être porté sur l'interprofessionnalité avec une réflexion territoriale dans le cadre d'une communication beaucoup plus large. Et pour terminer, simplement 2 mots. Soyons innovants et entreprenants. Merci et je vous laisse à vos débats qui, je suis sûr, nous apporteront des solutions pour demain. Débat, discussion, en tous les cas, oui, c'est vrai, présentation de ce qui nous attend. Et nous sommes avec Bernard Bensadoun. Vous êtes le directeur général délégué de la Polyclinique de l'Atlantique. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Jérôme Paulet, bonsoir, bonjour. Ça avance, puis c'est le temps qui me fait dire ça. Vous êtes chargé des projets hospitalisation à domicile du groupe Noblage. Martine Jouin-Bernier, vous êtes représentante ici de l'URPS IDE, les infirmières libérales. Voilà. Le docteur Aligon, vous êtes le président de la commission régionale des présidents de CME de l'hospitalisation privée. De conférence. Ah, autant pour moi, alors j'avais commission. Si c'est conférence, bon, j'accepte, il n'y a pas de problème. Parce que les commissions, c'est à l'hôpital public. D'accord. Donc conférence, hôpital privé. Voilà. D'accord. Monsieur Bensadoun, on va commencer par vous. Dans 10 ans, ce sera l'ambulatoire. Je ne dirais pas la mode, hein, parce que mais le réflexe sera l'ambulatoire. Et qu'est-ce que l'ambulatoire ? Vous avez déjà raison de dire que ce n'est pas un effet de mode. Ouais. Je compléterai en disant que ce n'est pas une fin en soi l'ambulatoire, c'est un changement profond de nos pratiques professionnelles qui est la résultante de beaucoup d'évolutions et d'évolutions dans différents secteurs. On l'a dit dans la première partie de cette émission, il y a quand même une évolution technologique évidente et on intervient de moins en moins à ciel ouvert, comme vous l'avez dit. On est dans des techniques qui sont de moins en moins invasives. On a parlé du micro-invasif. Vous avez vu qu'avec ce robot, on rentre par 2 petits trous dans le patient, si bien que les suites opératoires, elles s'en trouvent très nettement simplifiées. Et ça a également été dit, les patients sont sur pied bien plus rapidement et peuvent retourner chez eux assez rapidement. Ces évolutions technologiques, elles touchent également d'autres domaines, le domaine de l'anesthésie. Aujourd'hui, on assomme sans doute moins les patients qu'on les anesthésiait il y a 20 ans. Et là aussi, la récupération est beaucoup plus rapide. Après, se dire que finalement, du point de vue du patient, les prises en charge courtes, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les enquêtes qui sont faites auprès des patients. Ils préfèrent rester peu de temps à l'hôpital. Alors, ça s'explique. Déjà, rester peu de temps à l'hôpital, ça dédramatise la prise en charge. Ça veut dire qu'on y vient pour quelque chose d'assez simple. Ensuite, on a quand même entretenu le patient dans l'idée que l'hôpital, si on y passait un peu trop de temps, ça pouvait être dangereux. On pouvait y contracter des infections nosocomiales. Donc plus vite on en sort, mieux c'est pour le vécu du patient. Et puis il y a une autre dimension, c'est que de plus en plus, les patients aiment être acteurs de leur santé. Vous savez très bien que parmi les sites
qui sont les plus consultés. Il y a Doctissimo. Les gens aiment bien savoir ce qu'on leur fait. Ils sont acteurs de leur santé. Ils attendent des professionnels de santé à être formés, à être informés sur leur pathologie et à être eux-mêmes le relais de leur prise en charge, y compris lorsqu'ils vont subir une intervention, lorsqu'ils viennent en médecine ambulatoire et qu'ils vont revenir chez eux. Ils aiment être au cœur de leurs préoccupations et acteurs de leur prise en charge et de leur santé. Donc ce sont tous ces éléments qui font que finalement l'ambulatoire s'inscrit dans le sens de l'histoire. Oui, mais n'empêche, vous êtes directeur général d'une clinique. Qui dit clinique dit entreprise. Moins de gens dans la clinique, c'est moins de chiffre d'affaires pour vous. S'il reste moins longtemps. La question que vous posez, et François Grimont-Pré a dit quels étaient nos enjeux de santé, c'est celle de la soutenabilité du modèle financier. Par rapport à l'activité médicale, je crois qu'on n'a pas trop de soucis à se faire. On est confronté à une émergence de nouvelles pathologies. L'allongement de la durée de la vie, 10 ans de plus, c'est de plus en plus de patients. Et si on veut que le financeur, l'assurance maladie, continue à prendre en charge de manière collective l'ensemble de nos patients, il faut transformer nos pratiques pour qu'on arrive justement à utiliser les contextes médicalisés à bon escient et qu'on ne garde pas les patients pour du nursing, de l'hôtellerie. Donc c'est ça aussi l'ambulatoire, c'est se recentrer sur des prises en charge médicalisées qui finalement, ce sont elles qui coûtent à la collectivité. Puis l'ambulatoire, ce ne sera pas pour tout le monde non plus. Alors l'ambulatoire, non. C'est pas quelque chose qui va se généraliser. Parmi les missions de l'hôpital public et de l'hôpital privé, il y a la protection des personnes vulnérables. Et les personnes vulnérables, si elles sont isolées socialement, si elles sont fatiguées, on peut penser aux petits-enfants, on peut penser au grand âge, et bien là, on peut tout à fait justifier une hospitalisation et une surveillance particulière donc, qui échappe au champ de l'ambulatoire. D'accord. Vous parliez tout à l'heure d'éducation des malades. Oui, je crois qu'on l'a également perçu au travers des différentes thématiques qui ont été abordées dans l'émission avant. Vous avez vu qu'il y a deux axes finalement de ce développement. Il y a la marge qu'on a, la marge de progrès technologique, la robotisation, les autres technologies qui vont sortir. Et puis, il y a la prise en charge globale du patient. Et on se rend compte aujourd'hui de plus en plus que ce patient, pour qu'il aille bien, pour qu'il soit bien pris en charge, il faut prendre en compte toutes ces dimensions psychologiques, nutritionnelles, de kinésithérapie, de musicothérapie. Et donc, ça fait partie de la vie du patient, au-delà des actes médicaux et médico-techniques. Et on a besoin du patient pour adhérer à ces soins ces soins de support, cette prise en charge globale. Et il faut le faire participer. Et pour le faire participer, il faut obtenir son adhésion. Et on parlera d'une éducation thérapeutique où on lui dit, de manière assez simple, ce qu'on lui fait, les effets escomptés, les effets éventuellement secondaires, et on lui dit comment participer à l'après-médical ou à l'après-médico-technique pour améliorer son bien-être, son mieux-être. Alors l'ambulatoire, c'est la maison. Quand on disait l'hôpital à la maison, c'est ça. Il va falloir apporter des soins aux malades qui sont rentrés chez eux. Et pour ça, il y a plusieurs acteurs, parmi lesquels donc, le groupe Noblage, je ne me trompe pas, hospitalisation à domicile. Donc vous chargez des projets hospitalisation à domicile, Monsieur Paulet. Absolument. Qu'est-ce que l'HAD ? Alors l'hospitalisation à domicile est un établissement de santé, oui, avant tout, qui nécessite des autorisations classiques que l'on peut avoir pour tout établissement de santé, de manière générale. L'hospitalisation à domicile s'adresse à des patients qui ont besoin de soins complexes, techniques, aussi bien ponctuels que chroniques, et des patients de tous âges. On s'adresse en fait à des patients qui ont des besoins de soins tels qu'en l'absence de l'hospitalisation à domicile, forcément ces patients devraient être hospitalisés en clinique ou à l'hôpital. Donc on est sur des prises en charge et des pathologies de patients qui nécessitent en fait de plus en plus, et avec l'ambulatoire comme on vient de l'évoquer, un partenariat très étroit avec l'ensemble des acteurs, aussi bien en amont, sur le court séjour, le moyen séjour, qu'également tous les acteurs de ville, aussi bien les professionnels libéraux, puisque dans nos hôpitaux à domicile, à peu près 9 patients sur 10 sont pris en charge conjointement avec des infirmiers libéraux et des centres de soins. Est-ce qu'on est vraiment à l'hôpital à la maison ?
Alors, on est chez soi, effectivement. Alors, c'est effectivement ce qui fait une différence importante. C'est ce qui provoque à la fois le plaisir et la difficulté de l'hospitalisation à domicile. C'est-à-dire qu'on doit organiser toute une série de ressources, de personnel, de matériel à distance, avec des professionnels qui se déplacent au chevet du patient, tout en apportant quand même des techniques de prise en charge, bien souvent travailler en amont avec les cliniques et les hôpitaux, avec des professionnels salariés qui se forment aux nouveaux protocoles, qui, si les infirmiers libéraux le souhaitent, en cascade, on peut avoir un apprentissage commun de ces techniques que l'on développe au chevet du patient. Et c'est vraiment ça qui est nouveau. On apporte une possibilité à la clinique ou à l'hôpital d'être hors les murs, tout en travaillant avec les partenaires de ville. Qui va faire le choix entre l'HAD et un infirmier libéral, par exemple? Alors, de toute façon, l'arbitre dans ces choix, c'est bien le médecin. Le médecin généraliste reste le pivot de la prise en charge en hospitalisation à domicile. Donc il y a deux cas de figure. Soit le patient est déjà dans une institution, et en quel cas le service fait appel à l'hospitalisation à domicile, et l'hospitalisation à domicile demande au médecin généraliste s'il voit la pertinence, en lien avec notre médecin coordonnateur, d'une prise en charge en hospitalisation à domicile. Dans l'affirmative, immédiatement, nous nous adressons aux professionnels de ville préalablement intervenant auprès de ce patient, pour envisager ensemble la façon dont nous pouvons répondre aux besoins de ce patient une fois retourné à son domicile. Après, il y a directement le patient est à son domicile, le patient peut s'adresser à son médecin généraliste. Le médecin généraliste fait la demande de la prise en charge et de la même manière, nous nous coordonnons avec l'ensemble des professionnels et nous apportons toutes les ressources nécessaires aux besoins du patient. Un cas concret, hein. J'ai l'habitude d'être suivi par une infirmière ou un infirmier libéral. Oui. J'aime bien cette personne. Oui. On a des relations, ça se passe bien. Ça fait des mois, des années que ça se passe bien. Oui. Je dois être hospitalisé à mon domicile. Oui. C'est votre équipe qui va s'occuper de moi. Est-ce que je peux imposer quelque part mon infirmier ou mon infirmière? Alors, c'est justement ce que j'évoquais, c'est que préalablement, c'est nous allons... important Absolument. important. Alors, préalablement, nous demandons au patient et à son entourage quels étaient les professionnels qui intervenaient au chevet du patient. Et nous nous adressons auprès de ces professionnels pour savoir dans quelle mesure nous pouvons nous organiser pour que nos activités soient bien complémentaires. Il est hors de question que l'hôpital à domicile intervienne pour effectuer des actes qui peuvent être faits par centre de soins, infirmiers libéraux, services de soins infirmiers à domicile. Okay. On doit intervenir à un niveau de technicité et de complexité de soins qui doit être plus élevé, qui, encore une fois, en l'absence de l'hospitalisation à domicile, nécessiterait une hospitalisation conventionnelle. Et en intégrant les acteurs et les partenaires du patient. Absolument. Alors, voilà. À plusieurs titres, à la fois, ça nous permet de pouvoir bénéficier de ce lien de confiance qu'il y a entre le patient et le professionnel libéral, d'une part, et d'autre part, lorsque l'hospitalisation à domicile n'a plus à intervenir, parce que l'état de santé du patient s'est amélioré, eh bien le passage de relais, l'anticipation du passage de relais auprès des professionnels intervenant préalablement s'en trouve facilité. Donc c'est aussi bien pour le patient d'avoir cette fluidité entre les acteurs. C'est très intelligent. Merci. En plus, voilà. Martine Jouin-Bernier, vous êtes donc représentante de l'ERPS-IDE, vous êtes donc infirmière libérale. Une seule question, est-ce que vous êtes prêts, vous, les libéraux, les infirmiers et infirmières libérales et libéraux, à relever le défi de demain? Bien sûr. Bien sûr, on est déjà prêts depuis longtemps, parce que quand on regarde les chiffres, on est dans la région 2100 infirmiers et infirmières libérales installés, et donc en 10 ans, on a eu une augmentation de 28%. Donc déjà, on voit que sur le terrain, il y a du monde. On est organisé en cabinet de groupe pour la plupart. Il n'y a que 4% des infirmiers libéraux qui travaillent seuls. Donc déjà, c'est des équipes organisées, des équipes de terrain. Et en plus, on prend en charge déjà un tiers des prescriptions hospitalières. On travaille avec, pour 92% avec l'HAD. Donc, on est déjà
opérationnel. Et quand on regarde au niveau démographique, on est mieux représenté que les médecins. On est une profession plus jeune et on est organisé. On est organisé et on se forme. On se forme facilement avec l'HAD, mais aussi avec d'autres structures. On s'organise. J'ai envie de dire que l'avenir vous sourit. Bien sûr. Oui. Bien sûr, mais je pense que le fait que 28% des infirmières, le taux est augmenté de 28%, ça veut dire que le travail est attractif. À domicile, on a quand même un lien privilégié avec les patients. On connaît leur environnement familial, social, leurs habitudes de vie. Et donc, on est des partenaires de premier recours, hein, au même titre que le pharmacien et le médecin. Et on travaille en équipe, d'ailleurs, tous ensemble. On est très près du patient. On est les plus près du patient, même un peu plus proche que le médecin, je pense, puisque on intervient vraiment, on est dans l'accompagnement du soin. On n'est pas dans on définit pas le diagnostic, le pronostic, d'où on est dans l'accompagnement. Donc dans l'accompagnement, on est dans quelque chose de plus simple, hein, dans le prendre soin. Donc l'acte technique fait partie de notre soin, mais l'accompagnement fait aussi partie du traitement du patient. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait une augmentation. On est en train de voir que plus ça va aller, plus on va avoir besoin de vous. Est-ce que vous êtes suffisamment nombreux et nombreuses, ou est-ce qu'il va falloir former encore plus? Parce qu'il y a peut-être des petits jeunes qui nous regardent alors qu'il est, et qui sont en train de se demander ce qu'ils vont faire plus tard dans la vie, et qui se disent, tiens, pourquoi pas infirmier ou infirmière libérale? Je pense que, bon, d'une part, je pense qu'il y a aussi l'attractivité qui se fait de la part des professionnels qui étaient dans des structures, puisque tous ces infirmiers libéraux sont sortis obligatoirement d'une structure hospitalière, parce qu'il faut un minimum de 3 ans d'activité en hôpital avant de pouvoir s'installer en libéral. Donc déjà, c'est des gens qui sont sortis, et c'est des gens qui se sont rendus compte qu'on n'était plus dans le même temps que dans l'hôpital, hein. Je pense que les choses sont venues beaucoup plus techniques, beaucoup plus rapides dans les hôpitaux. Nous, on est dans le prendre soin du patient. Donc c'est attractif au niveau de notre ressenti de notre profession propre, hein. C'est vraiment l'infirmier, c'est quelqu'un qui accompagne la personne dans le soin, qui le soigne. Donc en fait, c'est attractif. Et les jeunes, je pense que c'est pour beaucoup de jeunes, moi, que j'ai pris avec moi pour découvrir la profession, sont ressortis enchantés et ont eu envie de faire cette carrière. Je pense que c'est un métier qui reste très le plus proche du patient. Je crois que c'est très humain. Très humain, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Aligon, alors comment les médecins s'adaptent-ils aux évolutions culturelles de la patientèle? Parce qu'on l'a dit, Internet, Doctissimo, pour ne pas le citer, et les autres. On vient vous voir maintenant, bientôt. Moi, j'ai un camarade médecin qui m'expliquait que bientôt, certains patients vont lui expliquer ce qu'ils ont. Voilà, je viens vous voir parce que j'ai ça. Non, mais vous n'avez pas forcément. Mais si, je l'ai lu sur Internet. Et comment est-ce que vous adaptez aussi aux évolutions des organisations des établissements de santé? C'est vrai qu'il y a du changement qui est nécessaire, et que changer, c'est toujours difficile. Mais quand on voit déjà, puisque là on se projette sur 10 ans en avant, quand on voit le changement de nos établissements, nos organisations et des médecins à l'intérieur 10 ans en arrière, on s'aperçoit qu'on a vraiment une réactivité qui est vraiment propre à notre secteur, non seulement pour les organisations, mais aussi pour les médecins. On a vu des individualités brillantes ce matin, sympathiques, des gens dynamiques qui ont évolué. Mais ils n'ont pas évolué tout seuls. Ouais. Ils ont évolué avec des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire c'est des médecins d'autres disciplines, les cardiologues, les anesthésistes pour les chirurgiens. Il y a plein d'autres disciplines, pluriprofessionnelles, parce qu'on est là avec non seulement des médecins, mais aussi les équipes soignantes, les infirmières dans les institutions, dans les établissements, les aides-soignantes, les équipes hôtelières, administratives. Il y a donc tout un collectif. Alors, au niveau des médecins, cette évolution, elle est organisée par, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, les conférences médicales d'établissement. C'est-à-dire ce qui est chargé d'organiser le travail collectif des médecins. Dans toutes les professions, il y a des organisations collectives. Nous, ça s'appelle comme ça, conférence médicale d'établissement. Et c'est au sein de ces organisations, avec tous les outils de développement professionnel continu, d'évaluation des pratiques professionnelles, c'est des dispositifs très complexes, mais qui permettent d'évoluer et de s'adapter au changement. Vous êtes prêts ? On est en constante évolution. Et on est en constante évolution. Et même ces dispositifs-là sont en constante évolution. Et on s'adapte justement aux changements futurs. D'accord. Monsieur Grimont-Pré, on va terminer avec vous. Est-ce que vous avez des choses à dire sur l'hospitalisation de demain ? Tout ce qui a été dit là.
Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, mais peut-être accentuer sur une chose que je retiendrai en synthèse, c'est qu'indéniablement, il va falloir que l'on apprenne collectivement à beaucoup mieux travailler ensemble. On voit bien tout ce qui a été exprimé ce matin, c'est vraiment le faire ensemble. Donc, il y a des nouveaux professionnels qui interviennent par rapport à une prise en charge globale. Ça remet en cause des organisations. La dynamique du progrès permet des prises en charge ambulatoires, mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse le relais. Parce que ce n'est pas tout que l'intervention se fasse sur la journée, mais qu'est-ce que je fais le soir, qu'est-ce que je fais le lendemain. Ce n'est pas forcément immédiatement un retour à domicile. Donc, ça nécessite pour nous de développer tout le secteur médico-social, qui notamment donc, en charge l'accompagnement des personnes âgées et tout ce qui est l'hébergement temporaire. Voilà, c'est une nouvelle offre qu'il nous faut organiser. C'est des nouvelles pratiques pour chacun des professionnels. Mais je suis convaincu que nous arriverons à relever le défi de l'impact du vieillissement dans un environnement en effet sous contrainte, si chacun d'entre nous on arrive à générer les gains collectifs et si surtout on arrive à mieux communiquer, mieux partager et travailler collectivement. Alors en Pays de la Loire, on a ça de spécifique que nous avons déjà initié énormément de coopération. C'est bien les dynamiques de coopération entre le public et le privé qui ont permis à certains lieux dans notre région de maintenir une offre commune entre les deux acteurs et donc pour que les patients puissent bénéficier de cette offre-là. Et je crois qu'il faut qu'on poursuive dans cette dynamique-là pour que les systèmes d'information, la communication entre les secteurs, la dynamique de l'ambulatoire, des infirmières libérales, des médecins libéraux, du secteur sanitaire et du champ médico-social puissent encore renforcer leur travail collectif autour de la prise en charge des personnes. Merci beaucoup. On va terminer avec les questions du public, enfin en tous les cas peut-être d'Internet, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une dame qui était là pour vous poser une question. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, merci de me donner la parole. Moi je suis Dominique Moulin et je représente l'UFC Que Choisir des Pays de la Loire, c'est-à-dire les représentants des usagers. Et donc j'ai deux questions. La première va être une innovation organisationnelle déjà un petit peu ancienne et une autre plutôt sur le versant social puisque j'ai été visiter votre site et que j'ai vu que le social était mis à l'honneur sur votre site. Donc la première question concerne l'historique du patient, la possibilité non seulement de le voir dans toutes ses composantes mais aussi dans son historique. Et qui dit historique, dit dossier médical, personnel, informatisé, communicable à la médecine de ville, communicable aux autres établissements, et donc une prise en charge globalisée au niveau du système de santé et pas exclusivement au niveau d'un établissement. Alors qu'en est-il de cette innovation qui a déjà 15 ans d'âge et qui, j'espère, un jour va rentrer dans les faits ? C'est ma première question. Monsieur Gribon-Pré. Oui, je vais partager les mêmes espoirs que vous. On voit bien, c'est un outil absolument indispensable. Donc il n'y a absolument aucun doute sur la pertinence du dossier médical personnalisé. Il nous le faut. Alors après, par contre, on a énormément de difficultés. Bien entendu, il y a des difficultés qui sont d'ordre technique, il y a des difficultés qui sont d'ordre de comportement individuel, chacun voulant préserver, garder, et puis il y a des difficultés également d'ordre éthique, également, parce que c'est une information à haute valeur, et donc il n'est pas la question non plus qu'elle soit partagée par tout le monde, dans tout lieu, à tout moment. Mais par contre, au regard de l'enjeu auquel on est confronté, qui n'est plus de traiter un symptôme, une personne dans une phase aiguë à un moment donné. On voit bien qu'on arrive à traiter ces pathologies qui maintenant deviennent des pathologies chroniques. Il nous faut arriver à avoir une organisation collective d'une prise en charge du parcours de santé de la personne dans l'ensemble de sa globalité. Et ça, notre système, aujourd'hui, n'est pas organisé pour ça. Donc c'est un enjeu que l'on a. Il a été dessiné d'ailleurs par la ministre des Affaires sociales et de la Santé dans sa stratégie nationale. Il faut qu'on le relève et qu'indéniablement le partage de l'information sera au cœur de cette évolution-là. Donc il faut qu'on y avance. Alors on a le DMP, il se déploie. Je suis d'accord avec vous. Trop doucement. On a encore des freins, y compris législatifs, parce qu'à l'heure actuelle, il est accessible qu'aux professionnels détenteurs de cartes de CPS, et donc un certain nombre de professionnels du champ médico-social n'ont pas accès, donc il faut qu'on travaille ces enjeux-là, mais la volonté y est en tout cas. Votre seconde question, madame ? Alors, une autre question, vous savez sans doute qu'on était très sensible à UFC
aux déserts médicaux et aux déserts aussi provoqués par les honoraires plus élevés que ceux du secteur 1. Alors, je groupe cette question avec votre préoccupation sociale que j'ai retrouvée dans votre site et je voudrais savoir où vous en êtes de l'innovation sociale. Docteur ? Oui, c'est une vraie question, une question complexe qu'on ne peut pas résoudre très simplement. On peut faire quand même au moins un constat, c'est que quand on s'éloigne un petit peu, qu'on prend un peu de recul, les rémunérations des médecins, en particulier des praticiens sur plateau technique lourd, en France sont parmi les plus basses en Europe. Premier constat. Deuxième constat, qu'il y a, c'est absolument indubitable, des abus qu'on condamne et que ça peut représenter un frein à l'accès aux soins. Troisièmement, que les honoraires ne sont pas une invention des médecins, mais le résultat d'une convention avec l'assurance maladie. Et c'est Madame Assurance Maladie qui a inventé le secteur 2 avec ce qu'elle appelle les dépassements, ce qu'on appelle, nous, les compléments d'honoraires, parce qu'au regard des contraintes, des charges, des responsabilités des praticiens, il y a une nécessité, puisque les tarifs de base sont bloqués, qu'il y ait des compléments d'honoraires. Alors, les pistes, une fois qu'on a dit ça, c'est d'abord que pour un certain nombre de situations, les bénéficiaires de la CMU, les bénéficiaires de l'aide à l'acquisition du complémentaire santé, normalement, il ne doit pas y avoir de dépassement d'honoraires, de complément d'honoraires. Deuxièmement, qu'une modération de ces dépassements est toujours possible sur une demande individuelle avec le praticien. Et puis troisièmement, il y a des démarches collectives qui sont enclenchées, au-delà d'accords locaux qui ne sont jamais pérennes, et c'est le fameux contrat d'accès aux soins qui, en échange d'une modération des dépassements, permet une prise en charge un petit peu améliorée par les mutuelles. Et donc c'est quelque chose qui a été signé entre les syndicats médicaux, l'assurance maladie, avec l'aval de la ministre, et on espère que ça va répondre à cette préoccupation sociale que nous partageons. Cela vous convient, madame ? Je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu nous voir, merci. On va donc conclure cette émission maintenant avec Alain Folzer, le président de la FHP des Pays de la Loire. Alors, 2 heures de discussion ouverte. On avait prévu 1h30 d'ailleurs. Hein. Oui, on a été généreux. C'est d'abord le gros avantage de la télévision par web, parce qu'on n'a pas le JT, donc on ne peut pas être coupé. On fait un peu ce qu'on veut. Donc c'est un gros avantage. Tout d'abord, merci beaucoup à tous les intervenants qui ont alimenté ces 2 heures de débat et qui ont été, je pense, riches et qui montrent clairement le dynamisme de l'hospitalisation privée, puisque tant au niveau de la technologie que de la prise en charge, de la prospective, les établissements privés sont présents. C'est vrai que nous avons un certain nombre de revendications vis-à-vis de nos tutelles, et François Grimonpré les connaît bien, puisqu'on échange souvent dessus. C'est qu'à ce niveau technologique, à ce niveau de prise en charge, nous sommes toujours les parents pauvres de la prise en charge hospitalière, parce qu'il faut quand même rappeler, pour que tout le monde le sache bien, c'est que ce secteur est d'une efficience redoutable, puisque globalement 25% moins cher que nos collègues du secteur public. Je pense qu'il faut le dire, il faut que tout le monde le sache. Donc un grand merci pour la qualité de ces échanges. Je crois que ce plateau a été au cœur de l'innovation. J'ai envie de dire, finalement, on a fait le premier pas. D'autres pas viendront. Pourquoi ? Parce qu'il faut communiquer vis-à-vis des usagers. Il faut communiquer entre nous, comme l'a dit François Grimonpré. Il faut qu'on échange pour qu'on soit réellement capable d'assurer le rôle qui est le nôtre, c'est la prise en charge de nos concitoyens. Alors, je voudrais terminer par un petit clin d'œil. Voilà, je crois qu'il faut que tout le monde se souvienne bien qu'il faut aimer ces établissements, et c'est comme ça que nous continuerons à progresser. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Et tiens, on en profite pour dire que dans 25 établissements de la région, il y a donc des animations qui vont se dérouler. L'émission était le starter de tout ça. Je l'ai dit en démarrage de mes propos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une vraie dynamique qui a été créée à l'intérieur de ces établissements, puisque 25 établissements suivent le mouvement. Plus de 150 animations et ateliers pour montrer aux usagers où en sont les établissements des Pays de la Loire. Donc pour aimer votre clinique, apprenez à la connaître. Absolument. Voilà, merci beaucoup. Merci. On se dit à très vite. Hein. Visiblement, on aura d'autres rendez-vous dans les mois et les années qui viennent. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.